Nos auditeurs vont peut-être être surpris par le titre de l'ouvrage dont nous allons parler ce matin et par son sujet. Il s'agit en effet du dernier ouvrage de Paul Venn, dont le titre est L'élégie érotique romaine et le sous-titre L'amour, la poésie et l'Occident. Déjà, je pense que ce sous-titre introduit une certaine légitimité de la présence de ce débat au lundi de l'histoire. Je crois que ce débat prouvera pleinement à nos auditeurs qu'il s'agit bien, mais je ne voudrais pas anticiper sur ce que va dire Paul Venn, un livre d'histoire. Pour débattre donc de cet ouvrage, sont réunis autour des micros des lundis de l'histoire ce matin l'auteur, Paul Venn, professeur au Collège de France, René Martin, professeur à la Sorbonne Paris 3, et Jean-Claude Passeron, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Paul Venn, je vais vous poser la question rituelle, et dans ce cas, je crois qu'il faut la poser. Pour des tas de raisons, vous êtes un auteur très personnel. A priori, on ne s'attendrait peut-être pas à un tel sujet dans votre œuvre. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? J'avais l'impression que ce qu'on racontait de l'élégie romaine était quelque chose qui était historiquement, esthétiquement faux. Ça rendait, si vous voulez, inexactement l'impression esthétique que font ces œuvres. C'était donc une première raison, si vous voulez, professionnelle, technique, historique, essayer d'établir la vérité historique sur ce qu'a été cet étrange genre littéraire. C'est un peu comme si on entreprenait de rectifier les erreurs traditionnelles, aujourd'hui bien mortes, sur les troubadours. La seconde raison, c'était que j'avais l'impression que ces erreurs que l'on faisait sur l'élégie étaient en rapport avec une chose qui est devenue le sujet central de la grande critique littéraire de notre époque, je pense à Blanchot, et de la sémiotique littéraire, à savoir ce qu'on appelle la littérarité de la littérature, c'est-à-dire la conviction qu'un texte qui se donne ou qui est reçu et qui peut être reçu comme littéraire relève de règles de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec l'usage quotidien ou l'usage scientifique ou l'usage reproductif de la parole. Alors, s'il y a littérarité de la littérature n'est plus un miroir. Si elle imite le réel, ce qui arrive, c'est pour faire, comme disait Barthes, effet de réel. Il s'agissait donc, à partir de ce moment-là, de spéculer sur cette littérarité de la littérature et montrer quel était le système qu'avait produit l'élégie, exactement comme on a pu étudier, je pense au grand exemple qu'a donné Léo Spitzer, la systématique des troubadours, qui n'a rien à voir avec une reproduction de ce qu'était le monde féodal. Très bien. Vous avez déjà, je crois, posé des intérêts de cet ouvrage. C'est qu'avec votre immense culture, vous ouvrez des termes de comparaison, vous ouvrez des fenêtres qui, non seulement par leur contenu, charment le lecteur, mais qui, je crois, font beaucoup mieux ressortir vos thèses. Avant de vous poser la seconde question qui nous introduira encore plus dans le débat de ce matin, je voudrais tout simplement, pour que nos auditeurs ne soient pas perdus pour nous suivre, que vous nous disiez quels sont les poètes, quels sont les élégiaques que vous avez étudiés dans cet ouvrage et quand ils vivaient pour fixer cette attache chronologique. Eh bien, j'avais tout oublié, mais mon ami et collègue Martin m'a rappelé les dates quand nous sommes arrivés au studio. Cette poésie commence aux environs de 45 avant notre ère et se terminera pour le principal en 15 avant notre ère. Ça occupe donc une génération, ou si vous voulez, deux demi-générations littéraires, le demi-siècle juste avant le Christ. Quant aux auteurs, eh bien, il y a deux noms essentiellement. Il y a Properce et il y a Tibulle. Je ne parlerai pas d'Ovide, parce qu'Ovide est étranger au grand jeu élégiaque. Il a des plaisirs plus amusants, mais mineurs. Il y a également un poète dont il faut parler, qui est Catulle, qui leur est antérieur un peu. Mais Catulle n'a pas souvent écrit dans le maître élégiaque. Il a écrit surtout dans des maîtres lyriques et dans des maîtres épiques. Et ça, cette distinction des maîtres, c'est aussi important pour eux que pour nous la distinction de deux danses, le tango ou la valse. Alors, bien que Catulle soit un poète d'amour, on parlera seulement de Tibulle et de Properce.
Et puis Catulle a une esthétique tellement différente qu'il vaut surtout comme pôle d'opposition. Enfin, ma deuxième question, qui est très grosse dans tous les sens du mot, et qui d'ailleurs, je crois, reviendra à divers moments de ce débat. Vous êtes historien essentiellement, quelle que soit la culture à laquelle je faisais allusion, et le bonheur avec lequel vous vous promenez, en ignorant les frontières entre ce que nous appelons des disciplines. Mais je pense que vous considérez, et personnellement, j'ai lu ce livre comme un livre d'histoire. Est-ce que c'est bien votre point de vue? En effet, je serais prodigieusement heureux que l'on donne au mot histoire un sens qui soit tel que ce livre puisse être considéré comme de l'histoire. Et voilà les arguments que je donnerai. Vous pourriez considérer qu'il existe ce qu'on appelle l'histoire, où il y a des événements politiques, militaires, nationaux, économique et tout ça. Et puis une zone en marge où se passeraient les beaux-arts et des choses de ce genre, et par exemple la littérature. La littérature serait de l'histoire en ce sens qu'elle se sera passée à telle ou telle période et qu'elle ferait partie de l'atmosphère du temps. Mais ce ne serait pas de l'histoire pour l'essentiel, parce que, pourrait-on dire, la littérature relève soit d'une vérité éternelle, celle de l'homme que l'on répéterait, ou celle de la société du moment, ce qui reviendrait au même pour notre propos, soit de la beauté évidemment non moins éternelle, soit encore d'une sémiotique qui pourrait être faite scientifiquement et qui serait la même à travers le temps. Vous auriez donc des événements historiques et de l'autre côté des manifestations esthétiques, sémiotiques ou psychologiques, pour ainsi dire éternelles. Mais si vous considérez qu'il y a des modalités de beauté, mais non pas une beauté éternelle, qu'il n'y a pas de cœur humain, de vérité du cœur humain, vu que le cœur humain, nous ne savons vraiment pas ce que c'est, ni ce qu'un homme peut faire ou ne peut faire, et que la sémiotique, enfin, n'est pas cette espèce de système théorique, au sens fort du mot, abstrait de l'histoire, mais est les concrétions que l'histoire donne à l'esthétique d'un moment, à ce moment-là, un truc comme l'élégie romaine, ça ne relève plus du beau, ça ne relève plus de la vérité du cœur humain, ça ne relève plus d'une sémiotique éternelle, c'est une concrétion historique aussi marquée que l'Empire romain, le système des esclaves à Rome, leur économie particulière, leurs droits ou leurs institutions. Bien sûr. C'est une institution qui se trouve avoir une modalité esthétique. Oui. Mais c'est non moins historique. Et qui est plus ou moins datée, comme, qui est complet. Ah oui. comme vous l'avez montré. Je me permets de vous poser une petite question toute simplette, mais pour aider aussi la compréhension de nos auditeurs. Dans quel sens prenez-vous dans ce livre et dans la discussion que nous avons le mot sémiotique? Eh bien, voici. Depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, les littéraires se sont aperçus qu'on pouvait faire la dissection des œuvres d'art et arriver jusqu'à des termes très abstraits, mais qui expliquent puissamment les choses. Ils se sont aperçus, si vous voulez, qu'on pouvait rendre en des termes très, très nets, très fermes, très difficiles, il est vrai, et très abstraits, toutes les impressions qu'on essayait de rendre vaguement. Bon, si vous voulez, la différence est la même que si, étant devant un tableau, on disait « Oh, comme c'est curieux, comme c'est pittoresque, mais on sent en même temps qu'il y a quelque chose d'un peu gauchy dans ce tableau », et qu'un homme vous dise « Mais non, c'est de la peinture baroque, il y a donc et la forme ouverte, primo, secondo, il y a les grandes diagonales, etc. » Vous voyez les termes abstraits très fermes qu'on substituerait à des impressions justes mais vagues. Eh bien, on est arrivé à constituer dans un corpus de connaissances arides, mais qui vraiment fonctionne, cela, c'est ce qu'on appelle la sémiotique ou sémantique littéraire. Et c'est très fascinant. Une troisième raison que j'ai eue de vouloir faire ce livre, c'était que ça me fascinait, que j'avais envie d'en parler, un amateur, je l'avoue. Bon, Paul Venn, nous allons nous approcher bientôt plus près de cette élégie érotique romaine. Auparavant, je voudrais demander à nos amis, à nos invités, quelles ont été leurs lectures de cet ouvrage et, disons, leur impression, leur réaction d'ensemble. Je le demanderai d'abord à René Martin. Je pense que nous pouvons professionnellement vous définir comme un latiniste, oui, comme un historien de la littérature latine ancienne. Et alors, donc, qu'avez-vous ressenti en lisant ce livre ? Eh bien, ce que j'ai ressenti, c'est d'abord, évidemment, le fait que Paul Venn nous présente dans son livre un point de vue qui prend le contre-pied du point de vue traditionnel sur l'élégie romaine. Ce point de vue traditionnel, il s'est exprimé pendant longtemps. C'est le point de vue selon lequel les poètes élégiaques, Gallus, Tibulle, Properce et les autres, ont chanté des amours véritables, ont exprimé leurs sentiments authentiques.
selon ce point de vue traditionnel, l'élégie est une poésie sincère, même si, comme toujours dans l'Antiquité, les sentiments qui s'y expriment sont exprimés d'une manière souvent conventionnelle. Alors, ce point de vue, c'est pas la peine de passer en revue tous ceux qui l'ont exprimé, mais je dirais que il y a peu de temps encore, dans le célèbre livre de Grimal sur l'amour à Rome, que chacun connaît, on le trouve exprimé. Je voudrais citer ici ce qu'écrivait Grimal, page 156 de l'amour à Rome. Tibulle et Properce avaient exprimé dans leurs vers des sentiments qu'ils éprouvaient avec force. Et là, Grimal les oppose à Ovide. Et il ajoute, l'élégie avait été poésie personnelle et journal d'une passion vécue quotidiennement. Ovide, ajoutait Grimal, recueille les fruits d'une évolution à laquelle ont contribué les souffrances et les œuvres nées de ces souffrances des plus grands poètes qui l'ont précédé. Donc là, le point de vue est très net. Il s'agit d'une poésie personnelle, d'une poésie authentique dans laquelle les poètes chantent leurs propres souffrances et racontent leurs propres aventures amoureuses. Ce point de vue, d'ailleurs, a donné lieu à des romans ou à des œuvres romanesques pour le grand public. On connaît de Julien Binda Les Amants de Tibur, paru en 1928, et qui est le roman de Properce et de Sainty. Et plus récemment, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, un bouquin qui n'est pas mauvais, dont l'auteur s'appelle Hubert Duron, paru aux Nouvelles Éditions Baudinières en 1980. Ce livre s'appelle « L'huile et le sel de la lampe ». C'est préfacé par Alain Perfit lui-même. Et c'est très exactement, ce sont les mémoires de Properce. Ça se situe à peu près à mi-chemin entre les mémoires d'Atticus de Grimal et les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. C'est une œuvre palimpsestique au sens de Gérard Genette. Et c'est très exactement le roman de Properce et de Sainty. C'est pas mauvais, c'est assez convaincant. Mais il est question de garçon aussi dedans? Non, il n'est pas question de garçon. Ah. Non. Mais, Vous voyez pourquoi je me posais la question. Oui. c'est beaucoup plus érotique que les élégies de Properce. Enfin. Peut-être ajouterais-je un mot, c'est que tout de même, depuis un certain temps déjà, la lecture des élégies comme constituant autant de cris du cœur et comme reflet d'une biographie véritable, cette lecture est battue en brèche. Et je rappellerai en particulier un ouvrage que cite Paul Venn dans son propre livre, c'est la thèse de Jean-Paul Boucher, paru dans les années 60, dans laquelle on trouve des interrogations. Boucher écrit, par exemple, un fond assez lointain de sentiments personnels s'exprime au travers de cadres littéraires sous une forme qui est en fait très impersonnelle malgré le recours à la première personne. Et Boucher pose une question qui est la question: ne s'agit-il pas d'un pur exercice de lettré pratiquant un art de la mosaïque à partir d'un héritage littéraire? Alors, à cette question qu'il pose lui-même, Boucher n'allait pas jusqu'à répondre oui. Il ne répondait pas positivement. Il admettait la transposition littéraire, mais il admettait en même temps l'expérience vécue. Et alors, je crois que Venn, au fond, va plus loin dans le même sens. Qu'à la question posée par Boucher, il n'hésite pas à répondre oui, il évacue totalement l'expérience personnelle, il nie la réalité des amours élégiaques, ou tout au moins, il estime que c'est une question sans intérêt. La question de savoir si les poètes ont ou non réellement aimé est une question sans intérêt. Je dirais au fond que Venn tranche le fil déjà ténu qui, dans la thèse de Boucher, reliait encore la poésie élégiaque à la vie amoureuse des poètes. Pour Venn, ce fil n'existe plus, et on voit que ce n'est peut-être pas une révolution copernicienne à proprement parler, mais c'est l'aboutissement d'une évolution qui était déjà commencée et que Venn mène à son terme et pousse à ses conclusions peut-être les plus extrêmes. C'est bien ainsi? C'est bien ainsi. En particulier pour Boucher, on voit très bien ce qui s'est passé. En 1960, non seulement la hardiesse était moins grande, mais on avait beaucoup moins compris cette littérarité de la littérature dont nous avons parlé. Boucher n'est pas arrivé, si vous voulez, parce que ça n'existait pas de son temps, à deux idées très simples. Vivre une passion, et je veux bien que Properce l'ait vécu, qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, est une chose. Le résultat qu'on appelle une œuvre d'art est tel que ça n'a aucun rapport. Bon, je connais au moins deux exemples de poètes dont on connaît la vie privée dans le plus grand détail, modèle fin du XXe siècle, et dont on a les poèmes d'amour. Ça n'a rigoureusement rien à voir. Et puis, non seulement en ce sens que les détails sont changés, mais en ce sens que la visée des textes n'est pas la même. Et c'est ça essentiellement. Finalement, la question de savoir s'ils ont ou non raconté leur vie ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu ça. Ça veut dire qu'il y a un tel changement de visée. Écoutez, on en revient à la très simple question, l'absurdité de ce géomètre qui, voyant jouer Iphigénie, demandait « Qu'est-ce que ça démontre ?» Eh bien, lire Properce pour savoir ce qu'il a vécu, c'est aussi stupide.
C'est de la rhétorique de la chair. Hein. Bon, maintenant, tournons-nous vers Jean-Claude Passeron, dont la présence nous réjouit, parce que, pour reprendre ses étiquettes professionnelles, Jean-Claude Passeron est un sociologue. Et sa présence s'explique parfaitement, comme vous le verrez, mais je voudrais lui demander comment il ressent sa présence ici, et lui aussi, quelle a été sa lecture, l'intérêt qu'il a trouvé à cet ouvrage. Jean-Claude Passeron. Oui, je répondrai à cette question en donnant simplement mon impression de lecteur sociologue, de sociologue lecteur de l'élégie érotique romaine, mais plus généralement des ouvrages de Paul Venn, n'étant évidemment spécialiste ni des choses ou idées romaines, ni de la sémiotique des genres, ni même familier, comme notre ami Paul Venn, des grands poètes de l'éros et du désir à travers les civilisations et les âges. Oui, mais tu connais bien les choses chinoises. Elles sont encore plus lointaines. Vous faites allusion à quelque chose de précis, Paul Venn? Ah, au Tao Te Ching, qui est l'œuvre favorite de Passeron, mais qui passe son temps à lire du chinois et à apprendre des caractères. C'est sa Rome à lui. Revenons-en à mon impression forte, et je dirais même pimentée, comme toutes les impressions, composites ou riches. Lorsque le sociologue lit l'élégie érotique romaine, enfin, lorsque moi, sociologue, je la lis, à la fois je bois du petit lait et j'ai peut-être les dents un peu agacées. Alors, ces deux impressions, un mot sur chacune, le sociologue, à chaque page de cet ouvrage ou d'autres ouvrages de Paul Venn, a sans cesse envie de s'écrier que voilà de la belle et bonne sociologie de la culture ou de la belle et bonne sociologie de la connaissance. Bon. On pourrait y revenir parce que je crois que Paul Venn n'aimerait pas qu'on appelle sociologie au sens de sociologie reflet, sociologie causaliste. Non, c'était de ma part une banale critique du sociologisme, c'est-à-dire ce que très peu de gens font encore, mais qui règne dans le grand public. Oui. Donc, Venn, à mon avis, enfin, à mes yeux de lecteur sociologue, produit continuellement, avec richesse, dans chacune de ses phrases presque, le double effet que vise à produire le sociologue dans son travail, c'est-à-dire, premièrement, un effet de comparatisme généralisé, et qui va aussi parfois jusqu'à la Chine, je l'ai remarqué au passage, c'est-à-dire, ça consiste à aider le lecteur, à produire un effet de connaissance, en aidant le lecteur à apercevoir comme comparables les choses qui semblent les plus lointaines ou les plus étrangères les unes aux autres. Et en même temps et contradictoirement, un effet de distanciation qui est celui du relativisme culturel, qui consiste à faire apercevoir comme différentes les choses où, naïvement, au départ, nous nous sentions le plus en pays de connaissance. Alors, ce double effet contradictoire, Dieu sait si le sociologue le vise aussi, et ça amène au deuxième aspect de l'impression du lecteur sociologue. C'est là où il graisse un peu des dents. Je ne sais pas si c'est par jalousie professionnelle ou parce que ça introduit à une question épistémologique sur les rapports entre le travail historique et le travail sociologique. Et le sociologue sans cesse se dit, mais pourquoi, disons, l'historien sociologisé en général, comme le sont là aussi les historiens des dernières générations, et plus particulièrement l'historien Paul Venn, semble-t-il obtenir plus complètement, avec plus de puissance persuasive, cet effet qui, dans le travail du sociologue, reste souvent assez abstrait. Autrement dit, mon impression, elle repose bien sur la certitude qu'il y a, qu'on prend possession, à lire un travail de Paul Venn, qu'on prend possession d'une plus haute teneur descriptive que ce qu'on trouve souvent dans des travaux sociologiques. Autrement dit, ça a plus de saveur historique. Et la question, alors que le sociologue se pose, une fois qu'il est bien persuadé, comme je suppose historiens et sociologues le sommes de plus en plus, que histoire et sociologie sont épistémologiquement assez indiscernables quant à la forme de connaissance qu'elles produisent. Absolument d'accord. C'est pour ça que je ne vais pas me battre pour le mot sociologie. Du coup, reste cette question, qui donc anime la lecture que j'ai eue de l'élégie érotique romaine, mais aussi déjà des Grecs ont-ils cru à leur mythe, c'est, y a-t-il dans le travail, dans la méthode, dans la technique d'exposition, de communication au lecteur
d'un certain nombre de descriptions, y a-t-il dans la technique de description de l'historien ou du sociologue des caractéristiques qui expliquent que l'un des deux discours a plus de saveur, puisque ça a été mon impression dominante en lisant l'élégie érotique romaine. Mais je reviendrai sur ces deux aspects contradictoires de mon impression. Oui, j'en profite pour rappeler, j'avais pensé d'abord que nous pourrions aussi peut-être en débattre ce matin, et puis Paul Venn a souhaité que nous nous concentrions sur l'élégie érotique romaine, mais comme Jean-Claude Passeron l'a fait, je rappelle que l'année dernière, si je ne m'abuse, Paul Venn a publié un essai extrêmement excitant également aux éditions du Seuil, sous le titre provoquant bien entendu, « Les Grecs croyaient-ils à leur mythe ?» Ça reviendra peut-être dans notre conversation, mais nous sommes d'accord pour ne pas en faire un sujet même de notre débat d'aujourd'hui. Paul Venn, quelque chose à répondre à Jean-Claude Passeron ? Non, sauf lui dire que je suis absolument d'accord, non pas évidemment sur les compliments que me fait mon vieil ami Passeron, mais sur le fait que la définition qu'il donne de la sociologie comme d'une chose indiscernable d'avec l'histoire, comme il a lu Max Weber et que je l'ai feuilleté, je suis absolument d'accord et j'approuve pleinement. Simplement, pour tout vous dire, il faut toujours dans un livre amuser le lecteur. On ne peut amuser le lecteur que si on y met un personnage comique. Alors, tantôt, on prend le psychanalyste, qui fournit de bons types de comiques, tantôt le sociologue, mais c'est comme, je sais pas, un film de Max Sennett. Il y a d'autres personnages comiques. Il y a le psychologiste ou les humanités classiques, enfin, qui sont... Ah oui, ça, c'est l'humanité classique, ça, on peut même pas en parler, je veux dire, on tomberait. Bon, Paul Venn, donc en définitive, je dirais que votre sujet, vous l'annoncez pleinement, c'est dans votre titre, votre sujet, c'est l'élégie. Et vous dites que, au fond, ce qui est important là-dedans, c'est l'œuvre littéraire. Alors, cette œuvre littéraire, est-ce que nous pouvons l'approcher de plus près ? C'est un genre. Comment définir ce genre ? Et d'abord, comment définir les personnages du genre ? Car, au fond, il y a d'abord, sur le devant de la scène, dans ces œuvres, un couple. Alors, ce couple, c'est le poète. Et puis, ce sont des femmes ou, le plus souvent, une femme qui forment justement un couple avec l'auteur. Cette femme, elle a en général un nom. Pour Properce, c'est Cynthie. Pour Tibulle, c'est Délie. Alors, je vais vous demander maintenant comment apparaissent dans le genre élégiaque érotique romain l'homme auteur et la femme qui fait couple avec lui. Vaste question. Je commence par le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, vous avez des seigneurs, des dames, il y a des adultères, il n'y en a pas. Vous avez le seigneur qui est entouré d'hommes liges et tout ce que vous voulez, et puis il y a sa femme. Bien. À partir de ça, les troubadours imaginent de créer un double type, la dame adorable, parfaite et inaccessible, et son adorateur qui, par définition, soupirera en vain. C'est à la fois très proche de la réalité, et ça n'est totalement différent. Dans le monde romain, vous aviez les mœurs à Rome au 1er siècle avant notre ère ayant été aussi libre qu'au XVIIIe, vous aviez toute une société de femmes faciles de tous les niveaux sociaux imaginables. Et puis, vous aviez, surtout dans ce monde où le mariage n'était pas l'acte central de la vie, vous aviez des viveurs. À partir de ça et de cette réalité, les élégiaques prennent une règle du jeu qui va être la suivante. On va se représenter un viveur, mais qui souffre et qui, par définition, est poète. Je ne veux pas dire un viveur qui mettra en vers les impressions d'amour ou de souffrance qu'il a, mais quelqu'un qui est poète, comme on est académicien, prêtre au roi, qui apparaît en grand costume, qui est poète congénitalement, avec, si vous voulez, l'espèce d'emphase amusante et ridicule qu'il y a quand on pense à un tel se présentant comme poète congénitalement. Bon, voilà ce que c'est cet homme qui est poète de part en part, et qui aime et qui souffre. En face, il a une femme. Elle est très accessible. Il est évident qu'on couche avec. La question ne se pose même pas. Jamais le problème de la conquête n'est envisagé. Simplement, cette femme est une irrégulière. Ce qui veut dire tout simplement que quelle que soit la vie qu'elle mène dans la réalité, on n'en sait qu'une chose, c'est pas quelqu'un qui est recommandable, quelqu'un qui est épousable. À partir de ça, vous pouvez imaginer tout ce qu'on veut, et d'ailleurs les élégiaques ne précisent pas ce qu'elle est. Elle n'est pas épousable, elle n'est pas dans la norme. Point final. Que fait cette femme ? Eh bien, disons qu'elle fait deux choses qui n'ont aucun rapport, parce que ce n'est pas le récit de la vie d'un couple. Le poète dira uniquement deux trucs. Primo, il racontera des nuits d'amour ponctuelles, une par une, qui sont autant de triomphes.
Il est permis de supposer, mais c'est parfaitement gratuit, que toutes ces nuits d'amour ont lieu avec une seule et même personne qui est l'aimée, mais ne s'est même pas dit. En réalité, ce qu'il raconte, c'est des nuits d'amour. Deuxième thème, il passe son temps à dire « Bien que je possède de Saintie ou délices, qui va de soi, elles sont absolument impossibles, elles me font souffrir, elles sont cruelles, elles me trompent ou bien elles se refusent à moi. Peu importe la raison pour laquelle il souffre, l'important c'est qu'il souffre. » Voilà donc une poésie qui dira deux choses. Je souffre, peu importe pourquoi. Je souffre pour une irrégulière, peu importe en quoi elle l'est. L'important c'est qu'elle produise un effet d'irrégularité qui a de la saveur sur le lecteur. Et troisièmement, de temps en temps, on raconte, pour le piment de l'érotisme, des vers d'amour. Ce n'est pas un roman, vous voyez, ce n'est pas une liaison, c'est la répétition de 2 ou 3 thèmes. C'est aussi répétitif que Pétrarque, si vous voulez, ou que le corpus des 300 troubadours. C'est pas une histoire d'amour. Si ce genre est défini historiquement, chronologiquement, dans les élégies elles-mêmes, il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas le début et la fin d'un amour. C'est pas du vécu dans la durée. Le plus invraisemblable contresens qu'on ait fait sur l'élégie, ça a été d'écrire un roman de Tibulle et de Délie. Il n'y a justement pas de roman. Ce sont des poèmes ponctuels, aucun n'est en rapport avec les autres. Chacun est écrit pour lui-même. Il n'y a ni début, ni commencement, ni fin, ni séduction, ni rupture, ni chronologie. Ça exploite des thèmes dans l'absolu. Autant prouver une chronologie à travers l'œuvre de Pétrarque. Oui. Mais ça, je ne suis pas le premier à le dire. Il faudrait rendre hommage à Boucher, qui l'a parfaitement dit en tous termes, et à Hermann Fraenkel. Et puis j'ai appris récemment un troisième Allemand qui a dit aussi la même chose, et que malheureusement, je n'ai pas cité dans mon livre, parce que je l'ignorais. Bon, ceci dit, vous savez aussi bien que moi que toute erreur a sa signification, et je pense que ça sera un peu dans la conclusion de notre débat que je ne veux pas déflorer, mais s'il est certain que des auteurs récents, soit savants, soit moins savants, ont cru devoir écrire des romans de Tibulle et de Délie, je crois, bon, c'est parce que les idées sur l'amour ont changé. Oui, et donc, c'est l'anachronisme, au fond, que nous avons. Mais l'anachronisme, c'est très intéressant pour l'historien. On a cru qu'il y avait un roman de Tibulle et de Délie. On a cru qu'il y avait un roman de Properce et de Saintie. Si on a pu le croire, ce n'est pas parce qu'il y a un peu de vrai là-dedans, de même qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pour une toute autre raison, pour une raison de projection historique. Nous avons projeté sur des textes très différents nos idées sur l'amour, qui sont totalement différentes. Je ne veux pas faire déraper la conversation, mais au Moyen-Âge, nous avons un cas qui est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est Abélard et Héloïse. Parce que, d'une part, nous savons qu'ils ont existé. Nous savons qu'ils ont existé. Et pourtant, il me semble que les documents expriment leurs amours de la même façon. Que dans l'élégie érotique romaine, c'est-à-dire en termes littéraires, et non pas en témoignages. Mais je vais te dire que j'ai lu récemment un livre de Xavier Tillette, où je me suis aperçu qu'en plein XIIe ou XIIIe siècle, je ne sais plus, il y a une véritable poésie érotique élégiaque, qui d'ailleurs est le fait d'hommes d'église pour des moinesses. C'est vous dire à quel point il n'y a rien de charnel ni de réel là-dedans. Ajoutons pour compléter la comparaison, qu'on y trouve aussi, et sous la plume d'ecclésiastiques, sous la plume, sous le roseau d'ecclésiastiques, d'évêques, je pense à Hildebert de Lavardin, évêque du Mans, de l'érotisme masculin, de l'homosexualité. Bon... René Martin. Oui, je voudrais préciser deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec la façon dont Paul Venn vient de présenter le couple élégiaque. Je voudrais quand même dire que ce couple fonctionne de façon assez différente tout de même chez les différents poètes élégiaques. Properce, il se présente comme l'homme d'un seul amour. C'est son amour pour Saintie dans ses 4 livres d'élégie. C'est Saintie qui apparaît. Ovide est l'homme d'un amour aussi, mais souvent ses poèmes sont anonymes. Il ne donne pas le nom de sa maîtresse. Et il y a une de ses élégies où il dit très clairement qu'il ne peut pas s'empêcher de désirer toutes les jolies femmes de Rome. Le cas de Tibulle est encore beaucoup plus complexe. Tibulle est l'homme de 2 amours féminins. L'une de ses amantes, c'est Délie, l'autre, c'est Némésis. Et il est en même temps l'homme d'un amour homosexuel pour un jeune homme nommé Marathus. Il y a donc une complexité qui est finalement assez grande. Le deuxième point que je voudrais ajouter, c'est que, et c'est extrêmement frappant, c'est que la jeune femme aimée par le poète élégiaque
n'est jamais désigné par son véritable nom ou prénom. Et ça, c'est une chose fondamentale, parce qu'elle est toujours, ou presque toujours, il y a 2 exceptions, désignée par un pseudonyme de caractère littéraire et ou mythologique. Délia, l'amante de Tibulle, naturellement, c'est celle de Délos, la femme de Délos, c'est-à-dire l'île d'Apollon, le dieu de la musique et de la poésie. Cynthie, c'est celle du Sainte, montagne elle aussi consacrée à Apollon. Corinne, l'amante d'Ovide, c'est le nom d'une poétesse grecque. Lycoris, qui avait été le nom de la maîtresse chantée par Gallus, le premier en date des élégiaques, c'est un autre nom évoquant Apollon par l'intermédiaire de son fils Lycoréus. Donc ces pseudonymes confèrent sans aucun doute aux femmes qui les portent une certaine irréalité que Paul Venn a très bien mise en lumière. Ces pseudonymes littéraires et mythologiques les arrachent à la vie réelle et leur donnent un statut éminemment littéraire. Et cela conduit, bien entendu, à s'interroger sur la sincérité des sentiments qu'exprime l'élégie et à se demander si, sous l'apparence de cette poésie personnelle et intime, il ne faut pas chercher tout autre chose, quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui serait diamétralement opposé. Il y a quand même, je le disais, 2 exceptions. Il est certain que 2 des élégiaques mineurs, à savoir Lygdamus et Sulpicia, désignent l'un sa maîtresse, l'autre son amant, par des noms qui ne sont pas des noms mythologiques. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais là, il y a une exception qui confirme la règle. Si vous permettez 2 petites remarques. D'une part, n'est-ce pas, avec ces noms, ce que vous avez très justement souligné, Paul Venn d'ailleurs en parle, nous sommes, comparaison que bien entendu il a faite dans le livre, au fond, dans le monde des précieuses du XVIIe siècle. Oui. Voilà, c'est prendre la carte du tendre à la lettre. Dans le cas de Sulpicia, justement, il est probable que Sulpicia a fait des vers mondains, sincères, parce que c'était permis, vu qu'il s'agissait de fiançailles pour un mariage avec un seigneur. Oui, et son amant, qu'elle appelle le Kerintus, ce qui veut dire le miel, au fond. C'est l'équivalent du honey des Anglais ou des Américains. Alors nous sommes dans le monde des matrones et du grand monde. Je pense que nous pourrions peut-être assez rapidement, bien que je vais vous poser une énorme question, terminer cette première partie de notre débat. En tant que genre, donc, cette élégie, vous la désignez par un certain nombre de mots que je dis là un peu en vrac, l'ironie, le maniérisme, l'humour, l'étrangeté. Comment le voyez-vous comme genre littéraire ? Eh bien, je vais employer 2 termes, maniérisme, comme le dit Le Goff, et pastoral en costume de ville. Vous savez, le genre pastoral, les bergers de l'Astrée, tout ce monde si conventionnel, qui est fait pour nous amuser, pour nous attendrir. Imaginez que des poètes aient voulu composer un monde aussi faux, artificiel et touchant que l'Astrée ou que la carte du tendre des précieuses, mais qu'on ait habillé les bergers en costume réel, en produisant ce que Barthes appelait l'effet de réalité. Vous auriez une pastorale en costume de ville. Et vous risqueriez de prendre ces gens en complet veston, ou plutôt en toge, pour des gens réels. Voilà tout l'humour de l'élégie. Ensuite, maniérisme. Il se passe une chose qui est très curieuse. Vous voyez ce genre littéraire de la pastorale en costume de ville, humoristique et touchante à la fois. Vous pourriez l'exposer en des vers relevant d'une esthétique très classique, très équilibrée. Il se trouve pourtant que, autre phénomène, les élégiaques latins, mais surtout Properce, je l'avoue, ont préféré développer une esthétique que nous appellerions, nous, maniériste. Je veux dire déséquilibré, dissymétrique, avec des effets, avec des doubles fonds, avec même ce qu'on appelle si souvent le second degré. Des discordances. Avec des discordances, des saveurs contradictoires qui s'ajoutent, qui relèvent, qui pimentent trop. Bon, toute cette bizarrerie, dont il faudra bien entendu voir la signification. Ça n'a pas du tout la bizarrerie du maniérisme si tragique de notre XVIIe siècle. Une dernière question. On l'a évoqué, je crois, au début de ce débat. Ces élégiaques érotiques romains, ils sont bien définis dans le temps, mais ils ont des modèles et surtout un maître. Ils ont eu un maître. Et ceci, je crois, va nous amener à poser trop rapidement le problème de la culture grecque à Rome. Alors, le maître, c'est qui ? Leur maître, s'appelle un poète Callimaque, et c'est là qu'on voit à quel point la littérature et de l'histoire. Vous avez eu dominant une partie de la poésie gréco-romaine. Il ne faut pas distinguer entre le grec et le latin. Dominant une partie de la poésie gréco-romaine. Vous avez un grand nom qui est Callimaque, qui a créé cette espèce d'art de la distanciation. Ça a duré des siècles. De même que vous avez eu des siècles pétrarchistes.
Alors, tu me parlais de la culture grecque à Rome. Eh bien, de même que le pétrarchisme a été commun à tous les poètes européens, depuis l'Espagne jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à l'Angleterre, de même, le callimachéisme a été commun à des poètes grecs et à des poètes romains. Alors, ça pose la question, évidemment, de ce qu'il y a de grec à Rome. Alors ça, je vais y aller bien en tête. Rome est autant et aussi totalement un pays grec sous langue latine que le Japon actuel est un pays occidental. Tout ce qu'on raconte sur l'originalité romaine, c'est du bavardage de la chair. Pour le dire en un mot, il ne suffit pas de dire qu'il y a eu à Rome des emprunts, des imitations grecques. C'est encore du verbiage que de dire qu'on définira l'Empire romain comme un milieu où la Grèce et la Rome se sont unies avec une synthèse originale, bien entendu, et combien savoureuse. Ce qu'il faut dire est beaucoup plus simple. Rome est une nation qui a pour culture la culture d'une autre nation, la Grèce, exactement comme le Japon actuel où on lit Max Weber, les œuvres de Passeron, les œuvres de Le Goff. Le Japon actuel est un pays occidental en langue japonaise, ou comme le Japon du temps du roman du Genji était un pays à civilisation et à culture chinoise et bouddhique. Alors, bien entendu, René Martin a quelque chose à dire, Jean-Claude Passeron aussi. J'ai un tout petit mot à dire, simplement tout à fait d'accord pour Callimaque, et il y a une chose qui me frappe, c'est que dans L'Art d'aimer, lorsque Ovide donne des conseils aux jeunes femmes pour devenir séduisantes, pour ce qui est de la culture de leur esprit, la première recommandation qu'il leur fait, c'est « connaissez les poésies de Callimaque ». C'est extraordinaire, mais c'était le conseil qu'il donne aux jeunes femmes désireuses de plaire. Pour ce qui est alors de l'originalité des Romains par rapport aux Grecs, oui, vieux problème et problème totalement dépassé, il a tout à fait raison de le dire. Tout de même, il y a une chose que je voudrais signaler, c'est qu'il y a une innovation des Romains, je crois, en matière élégiaque, c'est justement la quasi-spécialisation de l'élégie dans le domaine érotique, dans le domaine amoureux. La poésie élégiaque, définie de façon très formelle, très formaliste, comme une poésie écrite en distique élégiaque, avait existé en Grèce depuis longtemps. Mais il semble bien que les Grecs ne l'avaient jamais spécialisé, que les poèmes élégiaques grecs servaient à traiter toutes sortes de sujets, dont l'amour, mais l'amour ne tenait pas plus de place que les autres. Or, on a bien l'impression que les Romains ont eu cette originalité de spécialiser, disons à 80%, l'élégie dans la thématique amoureuse. Et alors là, on peut dire que la poésie élégiaque romaine est une poésie qui est à la fois érotique et personnelle. Le poète élégiaque, oui, se présente comme un homme éperdu d'amour pour une beauté pour laquelle il soupire. On ne trouvait pas cela avant et on ne le trouvera plus après. L'élégie, c'est ça qui est très frappant, c'est un feu de paille, c'est une flambée brillante, mais avant 45, ça n'existe pas, après 15, ça n'existe plus. Et on pourra évidemment peut-être tout à l'heure se demander pourquoi. Jean-Claude Passeron. Oui, un mot à propos du couple formé par le poète élégiaque et sa Scintille ou sa Délie. Je crois qu'on touche là du doigt, dans les analyses de Paul Venn, la première raison qui me permettait de répondre à ma question, pourquoi Paul Venn prend-il plus d'effet que le comparatisme sociologique? C'est que je crois qu'il a aussi la chance, c'est la raison la plus apparente, de travailler avec les civilisations de l'Antiquité méditerranéenne sur des époques, des cultures dont nous tenons nos mots, nos textes et nos illusions de continuité. Par conséquent, il y a toujours dans l'effet de désigner les différences, là où on croyait que ça ressemblait, que c'était pareil, que c'était de l'invariant psychologique ou de la continuité culturelle, il y a toujours à ce moment-là, si l'on veut, un effet propre qui est rectification des illusions de continuité. Et ça, c'est l'effet le plus visible. Je pense que tout le monde l'a repéré. L'effet le plus visible de Paul Venn, c'est celui que j'appellerais « Attention, Properce n'est pas Pétrarque ». C'est-à-dire, même là où la continuité de certaines conventions, par exemple, ou d'une partie de règles du genre nous conduit comme par la main à l'illusion de la compréhension psychologique, attention, voilà, je vous restitue le panorama culturel et je fais voir des différences qui rompent ce que nous avons appris. C'est-à-dire que je crois que des ouvrages comme cela, ce sont des ouvrages où le plaisir du lecteur de la génération à laquelle nous appartenons tient aussi à ce que Venn nous désapprend les humanités classiques. C'est un excellent professorat. Voilà. Tibule,
Properce et Pétrarque, c'est pas la même chose, puisque même Paul Venn voit avec Pétrarque un très grand renversement, le remplacement, si je peux dire, de l'ego par le moi. Nous aurons l'occasion d'en reparler de l'ego. Et alors, d'autre part, il y a ceci qui me paraît très très intéressant et qui intéresse bien sûr l'historien et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. Ce n'est pas pour enlever les mérites éclatants de Paul Venn, qui est un pionnier, mais je crois que si nous commençons à pouvoir faire cette distanciation par rapport à la culture, par rapport à la littérature gréco-romaine, c'est que nous sommes en train de sortir de la culture humaniste, entre guillemets, dans laquelle nous avons baigné jusqu'à maintenant. Et il me semble que nous sommes dans un moment très privilégié où nous avons encore assez de cette continuité, assez de cette tradition, assez de cette culture pour assez bien connaître quand même ce dont on parle quand on parle de la littérature gréco-romaine, et nous commençons à en sortir et à avoir la distanciation qui nous permet aussi de comprendre comment nous avons pu avoir des illusions. Tu seras assez d'accord là-dessus ? Enfin, je me suis instruit beaucoup aux 3 prises de parole, mais j'avoue qu'effectivement, je suis absolument convaincu sur les 3 points. Et en particulier, Monsieur Martin, oui, l'élégie a été une espèce d'épidémie de talent poétique, et puis ça a disparu. Vous savez, c'est comme à différentes époques, il y a des épidémies d'écoles de peinture, ça dure 50 ans, une mode. C'est très curieux. Une rapide question à la traverse, puisque dans ce que vient de décrire Paul Venn, je reconnais l'idée qui s'appelait la pluralité et le caractère contradictoire des programmes de vérité dans les Grecs ont-ils cru à leur mythe, et qui serait l'équivalent, c'est-à-dire la pluralité des programmes de plaisir littéraire. Oui, mais alors, est-ce que l'historien se pose de... parfois la question, qu'est-ce qui... Enfin, y a-t-il, même dans la logique des petites causes et non pas celle des grands modèles de transformation historique, y a-t-il quand même un travail propre de l'historien pour justifier l'apparition de ces espèces brèves, rares, de ce programme de plaisir littéraire si particulier, si l'on songe à l'usage propercien de la mythologie, dont Venn passe un temps fou à nous expliquer que c'est enquiquinant et que ça devait déjà l'être partiellement pour les Romains. Pour eux, c'est mais pas j'en suis pas tout à fait sûr. Oui, Non, c'est pas sûr. Hein. C'était un jeu et ils devaient bien s'amuser. Ça les amusait parce qu'eux, ils y voyaient de l'humour que nous n'y voyons plus. C'est ça. Bon, écoutez, si vous le voulez bien, nous allons reprendre d'ailleurs une partie de ces questions. Pour clore cette première partie de notre débat, bien entendu, je suppose que tu proposes à nos auditeurs une élégie. Laquelle ? C'est l'élégie 1.14 de Properce, puisque nous n'avons pas encore parlé de la fausseté du genre élégiaque, de son humour. On va prendre une pièce qui est touchante, qui est jolie, qui est éloquente au sens non péjoratif du mot. Écoutons-la. Tu peux bien t'abandonner près de l'onde du fleuve pour y boire un vin de grand prix dans une coupe ciselée et contempler tantôt les cotres qui vont si vite et tantôt les chalands aller si lentement. Tout un parc vers le ciel peut aligner ses arbres aussi haut que sur la montagne une vraie forêt. Tout cela ne saurait valoir mon seul amour. Jamais l'amour n'a cédé le pas à tout l'or du monde, car qu'elle passe avec moi une de ces nuits de rêve où la tendresse de toute une journée d'amour, et alors, c'est chez moi que l'Eldorado déverse ses ondes. On pêche chez moi des perles au fond des mers, et ma félicité me met à mon rang avant les potentats. Que désirer de plus jusqu'à ma fin dernière? Car quand l'amour dit non, qui se plaît aux richesses? Je n'ai plus goût à rien si Vénus est maussade, elle qui est de force à briser l'énergie d'un héros et à faire souffrir un cœur de fer. Il n'est de porte de marbre qu'elle ne franchisse, ni de lit de parade où elle n'ose se glisser pour y faire se tourmenter un malheureux d'un bord à l'autre. Et ce ne sont pas ses draps de soie qui le guériront. Pour moi, que sa faveur me protège toujours, et je regarderai de très haut le royaume des fables avec tous ses présents.
Paul Venn, je crois qu'une des choses qui passionne l'historien dans votre livre, c'est que d'un côté, on y voit un procès de l'historicisme et d'une sociologie historique bête, qui verrait dans les œuvres le reflet de la société, et il y a des moments où on a l'impression que vous êtes prêt à évacuer l'histoire, ce qui est profondément faux. Non seulement parce que vous insistez bien justement sur le fait que ce phénomène est un phénomène tout à fait situé chronologiquement, mais aussi parce que ce phénomène, au fond, ne pouvait guère se passer que dans telle ou telle société. Et alors, cette société, vous nous la révélez, qui est une société d'oisifs, une société de viveurs et de femmes irrégulières. Alors, vous pouvez un peu nous dire comment était cette société? Quelques mots sur le Moyen-Âge. Dans le système des troubadours... C'est pour faire plaisir que tu es parti Non, dans ça. c'est parce qu'on voit comment ça marche. Dans le système des troubadours, on imagine un jeune seigneur qui adore et une grande dame très sévère. Bien entendu, cela vient d'une société où il se trouve qu'il y a des dames qui sont grandes et où il y a des hommes qui sont des seigneurs. Là se réduit le rapport. Eh bien, de même dans l'élégie. L'élégie nous présente une femme en nous disant, attention, celle-là, c'est une irrégulière, c'est une anormale, parce que littérairement, l'anormalité a du piquant. Mais bien entendu, on ne peut faire que ça, que parce que le lecteur pouvait se dire, mais oui, ça peut exister une femme anormale, après tout, il y en a des équivalents, nous en connaissons bien dans notre monde à nous. Et effectivement, dans la Rome du 1er siècle, que l'on croit si libertine, alors qu'elle était si puritaine, il y a en même temps, car pourquoi ce ne serait pas contradictoire, des mœurs qui sont extrêmement libres, alors qu'on croirait les vieux Romains si rigoureux. Le 1er siècle avant notre ère a été une époque, dans la bonne société, d'une liberté de mœurs égale à celle des plus grands moments de notre XVIIIe siècle, quoique très différente. Et en plus, il y a à Rome un autre phénomène très curieux. Il existe tout un milieu qu'on appelle le milieu des esclaves et des affranchis, où c'est la vie du Brésil colonial, comme le décrivait Gilberto Freire, avec le harem en famille, l'affranchi qui n'a aucune espèce de devoir de mariage, sauf si elle y tient absolument, une espèce de liberté de mœurs d'esclavagisme. Alors, vous voyez, un 18e français combiné avec le Brésil colonial et le couchage dans la grande maison aux esclaves. Voilà ce que c'est. Et les hommes là-dedans? Alors, les hommes, pour jouer à ce petit jeu, il faut être très riche. Il faut être ce qu'on appelait un chevalier romain, il faut être quelqu'un qui n'a strictement rien à faire, qui fait carrière parce qu'il faut bien le faire par ambition, mais qui vit en rentier du sol et qui possède des sommes à faire rêver le PDG des plus grandes sociétés. Faire carrière, quand même, si je ne m'abuse, vous montrez bien que vos auteurs, même si un Tibulle a fait une certaine carrière même militaire, puisqu'il a été, je crois, général, estiment que le fait d'être poète est incompatible. Non, nos auteurs affirment que le fait d'être poète est incompatible avec celui de faire carrière. Mais oui. Attention, c'est une affirmation qui relève de la loi du genre et qui n'a rien à voir avec leur vie. Non seulement ils ont fait carrière, mais encore de tout ça, ils n'en pensaient rien. Ce qu'on veut dire, c'est ceci. Dans le monde de la pastorale, dans le monde de l'astrée, on est berger et amoureux consubstantiellement, comme le cygne, comme l'oiseau cygne est un cygne. Il est bien évident que par conséquent, un berger ne consentirait pas à devenir, que sais-je, mousquetaire. De même, dans la fiction élégiaque, comme on est congénitalement poète et que cela, mais au nom du principe de contradiction, un poète ne peut pas être un militaire. Parce que ce sont deux choses différentes. Cela dit, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ils vont même plus loin. Ils disent mieux vaut être poète que militaire. Ah, mais ça c'est très supérieur, bien sûr. L'énorme fatalité qui s'abat sur eux puisqu'ils soupirent en vain, qui sont devenus des êtres stériles, qui ne sont même plus capables d'engendrer des militaires si jamais ils s'avisent de faire un enfant. Enfin, c'est une illustre gloire qui est supérieure à toutes les gloires de ce bas monde. Et ça, comment ça pouvait être reçu dans un monde qu'on nous a traditionnellement présenté comme un monde de guerriers, justement est-ce que c'était ressenti d'une façon un peu scandaleuse, parce qu'il y a en particulier une des élégies que vous citez dans votre livre, où on a tout à fait envie de dire que la résumé, c'est « faites l'amour, pas la guerre ». Ah oui, c'est bien le résumé. Eh bien, Le Goff, je crois que tu en arrives probablement à un problème qui me semble central. Comment était reçu dans la Rome que nous imaginons à tort si cornélienne, ces espèces de messages, faites l'amour, pas la guerre, un poète, c'est un poète, ça ne peut pas devenir guerrier par définition, et tout cet érotisme sentimental.
Eh bien, c'est très simple. C'était reçu comme une plaisanterie, comme un délicieux paradoxe, comme c'était amusant de voir faire l'éloge du monde des valeurs renversées. Tout le monde sait très bien qu'il faut être patriote, qu'il vaut mieux l'homme qui fait carrière pour servir la patrie que l'homme qui vit heureux au sein de son ménage. Chacun sait que l'amour doit être conjugal. Un homme vous présente paradoxalement l'éloge du contraire. Ils ont dit en toutes lettres qu'ils le recevaient comme une plaisanterie, comme une chose d'agréable, comme une chose joconde, disent-ils. C'était une énorme plaisanterie, un paradoxe amusant. D'accord, René Martin? Tout à fait d'accord, je pense que c'est vrai. Je crois, je disais tout à l'heure que le livre de Venn était l'aboutissement d'une évolution. Il y a un point sur lequel ce livre me paraît vraiment révolutionnaire, c'est justement lorsqu'il fait apparaître au cœur de la poésie élégiaque cet élément qui est l'humour. C'est que Venn nous montre que ce que nous avons pris pour des poèmes d'amour était en fait des poèmes d'humour. Ça n'est pas seulement une poésie impersonnelle, c'est aussi une poésie humoristique où l'on développe des paradoxes amusants. Alors ça, je crois que c'est une idée absolument nouvelle et très importante, mais malgré tout, la question reste posée, me semble-t-il, de savoir comment cette poésie a été reçue par le public. Et on parlait effectivement du problème de la réception. Propers nous dit une chose qui me paraît très intéressante, c'est qu'il se réjouit d'être un écrivain lu et apprécié par les jeunes femmes. Il y a une élégie où il nous dit « Mon public, c'est un public féminin », c'est ce qu'il appelle la turba puellarum, la foule des jeunes femmes. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il nous dit, je pense qu'on peut lui faire confiance, lui faire crédit, mais on peut se demander quelle lecture de l'élégie faisait ce public féminin. Est-ce qu'on pourrait songer à une espèce de bovarisme de ces lectrices qui, on peut les imaginer, se repaissant de littérature élégiaque comme Madame Bovary se repaissait de littérature romanesque. On peut les imaginer s'identifiant à Sainty ou à Delhy. Et alors justement, toute l'ambiguïté de cette poésie élégiaque, c'est que cet humour si bien décelé par Venn n'est pas évident à première lecture. Et on peut se demander s'il n'échappait pas à la majeure partie du public. S'il n'y avait pas, au fond, une dualité de ce public, d'une part les happy few, qui savaient aussi bien que Paul Venn à quoi s'en tenir, sur la sincérité des poètes, et d'autre part, le grand public qui se laissait peut-être prendre aux apparences. Et alors Venn écrit, page 185 de son livre, « L'élégie romaine était traitée comme un paradoxe humoristique et elle intéressait à ce titre. » Ce qui me gêne un peu, c'est l'absence de complément d'objet au verbe intéresser, son emploi absolu. Elle intéressait qui? Tous les lecteurs, j'en doute un peu, et je voudrais peut-être demander à Paul Venn ce qu'il en pense. Est-ce que je peux glisser quelque chose? Je vois, moi encore, suivant Venn dans ses incitations, certains termes de comparaison avec le Moyen-Âge. On voit par exemple nos bons chevaliers du Moyen-Âge dans la Chambre des Dames. On en a même tiré un roman à succès. Il me semble que dans la poésie courtoise, il y a un milieu qui est aussi un public qui est aussi nommé, ce sont les pucelles. Ce sont les pucelles. Puellae, c'est ça. Puellae, c'est ça. Nous retrouvons même le même mot et la même catégorie, si je puis dire. Bon, ceci dit, Oui. tu as certainement des choses à répondre. Mais non, la même chose, et René Martin a tout à fait raison, et je suis heureux qu'il me donne cette occasion de compléter, ou plutôt rectifier ce que j'ai dit. Bon, s'il faut parler en termes lourdement sémiotiques un instant, l'élégie joue sur le même procédé que plus tard les romantiques allemands. L'autonomie du sens littéral. On vous présente un texte, à vous de voir s'il y a de la plaisanterie, il y en a beaucoup, ou si vous voulez le prendre au sérieux, mais vous pouvez toujours, si ça vous amuse, le prendre au sérieux. C'est-à-dire que le genre est piégé pour qu'il y en ait toujours deux lectures possibles. C'est ça. L'esthète qui voit bien que ça est plaisant, justement parce qu'il y a deux lectures possibles, c'est que c'est pas sincère. Mais l'autre qui peut très bien voir là-dedans des cris d'amour, des effusions, se mettre dans le rôle de l'irrégulière, d'autant plus qu'il y a un autre effet qui joue pour les lectrices qu'évoque, à si juste titre, M. Martin, la lectrice bovariste. C'est que rien n'est plus excité par les irrégulières que la lectrice honnête femme, qui se sent qui à la fois s'identifie à l'irrégulière et en même temps se sent inférieure à elle, mais c'est le monde de Madame Bovary. Et alors justement, l'art calimachéen, c'est l'art de jouer sur ce double truc. Je vous prends un parallèle. Bon, c'est extrêmement fréquent en sémiotique, en littérature générale, que ces effets de double lecture perpétuelle. Les romantiques allemands, j'y pense parce que je viens de lire Isabelle d'Égypte de von Arnim.
Les romantiques allemands vous présentent des histoires comme Hoffmann, fantastiques, terrifiantes, qui peuvent en même temps être lues comme des œuvres mystiques. Et pourtant, il y a de l'humour dedans. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence, si je peux dire, avec Madame Bovary, c'est que Propers et Tibulle ne diront pas de leur Sainty et de leur délit Sainty c'est moi. Ah non, ça ils ne diront Non, pas Sainty c'est moi. vraiment pas. Non, non. Ils diront moi c'est moi. Moi, c'est moi, oui. Et alors là, ce mot que je trouve très, très heureux, très intéressant, que tu as donné, un mot simple pour définir ce qu'est le poète érotique élégiaque dans son élégie, c'est l'ego. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? Eh bien, c'est très simple. Mettez-vous dans l'esprit les pastorales, les bergeries du temps de l'Astrée et des Précieuses, où on nous montre des bergers qui ont pour définition moins de garder des moutons que d'être poète et d'être amoureux. Et imaginez qu'en écrivant des romans de ce genre, l'auteur, au lieu de dire « le berger Lycidas était amoureux de la belle une telle et il composait des chansons sur elle », il a imaginé, au lieu de dire « le berger Lycidas, j'étais amoureux de la belle une telle et j'écrivais des chansons sur elle ». Plus simplement encore, vous savez le nombre de romans policiers où le détective se donne comme étant l'auteur. L'exemple classique, c'est le roman d'Ellery Queen, où le détective s'appelle Ellery Queen et ont pour auteur Ellery Queen. Il s'agit donc des grandes enquêtes d'Ellery Queen par Ellery Queen. Eh bien, l'élégie érotique romaine, cette pastorale à la première personne et un habit de ville, c'est une poésie où le berger, ou plutôt, le berger un habit de ville, le poète en toge, dit « je ». Et ça a trompé son monde, surabondamment. Jean-Claude Passeron, vous avez certainement des choses à dire dans ce débat. Oui, parce que là, Venn, par ses analyses, s'approche, je pense, d'une notion qui est au centre de son livre, même si, par élégance, Venn minimise son nom conceptuel de pacte narratif, mais c'est bien une grande et belle description d'un pacte narratif qui aurait été celui du rapport entre le narrateur élégiaque et son narrateur que propose le livre. Alors, dans les analyses que je viens d'entendre, je voulais quand même poser une question à Paul Venn. Il enrichit tellement ce qu'il appelle le pacte narratif, en particulier avec la double lecture proposée au lecteur, qu'on a l'impression que tout public est piégé d'avance. Alors, je me demande si, comme souvent, avec ce à quoi nous conduit la sémiotique coupée de toute histoire sociale ou de toute sociologie, ça n'est pas de supposer que dans les effets que produit un texte sur des publics différents, tout est déjà dans le pacte narratif. C'est-à-dire, si l'on veut, je repars évidemment de l'évidence durkheimienne, tout n'est pas contractuel dans le contrat. Pour qu'un contrat marche, il faut qu'il y ait des conditions socialistes que le contrat ne prévoit pas, mais qui, elles, rendent le contrat possible. Autrement dit, est-ce que les analyses de Paul Venn, tirant tout ce qu'on peut tirer à la limite de l'idée de pacte narratif, ne prête pas trop au pacte élégiaque, c'est-à-dire est-ce que des lectures, celles bovaristes, celles de la damonette qui aime s'identifier à une irrégulière, celles du collégien qui cherche des cochonneries, etc., par exemple, on ne va pas dire que c'était le pacte narratif. Autrement dit, beaucoup de lectures, et ça appartient à l'historien ou au sociologue de dire comment on peut lire ça autrement, quelle est l'histoire de ces lectures. Bref, je me demande si le pacte narratif élégiaque était aussi riche que dans les dernières analyses que nous venons d'entendre. C'est-à-dire si s'étendait en particulier jusqu'aux lectures naïves et si c'était à prendre ou à laisser, à vous de décider comment vous le lisez. Il me semble que l'objection que je crois fondée de Passeron va dans le même sens que l'objection de M. Martin, que je crois non moins fondée. Effectivement, le problème est le suivant. Vous décidez de construire un pacte élégiaque, une loi du genre. Je ferai une pastorale en costume de ville dont l'auteur sera censé avoir mon propre nom. Et puis, j'y mettrai de l'humour. Comment ce système, qui ne dit pas tout, sera-t-il reçu et compris dans la société considérée ? On s'aperçoit que ce système, c'est comme une pièce détachée, interchangeable, un bout de tuyau qu'on peut utiliser dans les machines les plus différentes, auxquelles on peut donner, si vous voulez, les raccords les plus différents. Ce système est une chose dont, malheureusement, les linguistes n'ont pas tenu assez compte, le message incomplet qui ne dit pas tout ce qu'il a à dire et qui pourtant n'est pas un message tronqué. Il faut s'habituer en linguistique à en finir avec l'idée
qu'un message, s'il ne dit pas tout, est incomplet et manqué. Eh bien non. Il y a des messages qui sont comme des pièces détachées, utilisables dans différentes machines, interchangeables si vous voulez. Le pacte élégiaque est incomplet. On peut le lire de toutes les manières qu'on veut, y compris la lecture du collégien qui, en terminale ou en première, il cherche des cochonneries. Et c'est toujours le même système, c'est le même que celui des romantiques allemands, lus comme des textes magiques et nervaliens au temps d'André Breton, ce que certainement eux ne comptaient pas faire. Je suis d'accord, le pacte ne dit pas tout, il y a autre chose que le pacte. Et la réception est ad libitum, ou du moins largement ad libitum. Mais attention, alors je veux préciser une dernière chose. Ça ne veut pas dire, c'est pas l'éternel refrain qu'on entendait dire il y a 20 ans, que la critique littéraire finalement crée les œuvres, qu'une œuvre est riche de toutes ses possibilités. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de constater une chose qui mérite des analyses précises et cas par cas. Et les différents pactes sémiantiques comportent un certain nombre limité d'interprétations possibles qui ne sont pas les mêmes d'une œuvre à l'autre. Absolument. Et c'est ça le fait fondamental. Bien sûr. D'accord. Si vous le permettez, je voudrais ramener un instant ce débat à un point quasi technique, mais qui va être aussi du côté de la réception de l'œuvre. Pour nous, j'ai l'impression que, même pour les spécialistes, ces œuvres sont des œuvres difficiles. La difficulté, j'ai l'impression, vient notamment de deux choses. Il y a ce relatif éloignement que nous avons de ce genre, de ces sentiments, de cette société. Il y a le fait qu'il nous est parfois difficile de sentir justement l'ironie, l'humour qu'il y a et qui pousse, même si on ne fait pas de faute sur les mots, à des traductions en fait très différentes et qui peuvent aboutir au moins à des faux sens, sinon à des contresens. Mais j'ai aussi l'impression que pour les gens de l'époque, le maniérisme de l'élégie, l'humour de l'élégie n'était pas facile à comprendre et que là encore c'était un genre pour les happy few, pour une petite élite, comme le disait René Martin. Est-ce que je me trompe ? Je pense que c'est variable selon les poètes. Oui. Les élégies d'Ovide sont très faciles, celles de Tibulle sont relativement faciles, celles de Properce sont très difficiles. On ne peut pas vraiment Mais Properce, c'est l'homme de Paul Venn. Hein. Exactement. Alors là, je crois que c'est vrai, assurément. Assurément, Paul Venn était difficile. Mais j'ai trouvé en lisant les lettres au castor de Jean-Paul Sartre, une lettre qu'il adresse à Simone de Beauvoir et dans laquelle il dit ceci, ça me paraît s'appliquer à ce dont on parle. Pour l'ex ou l'impressionniste, ce que nous sommes, c'est la première lecture qui compte, parce que nous voulons que les mots se brûlent. Pour le classique dont est Gide, c'est la seconde ou la troisième. Eh bien, je crois qu'à cet égard, les élégiaques et Properce sont des classiques par excellence. On ne les entend bien qu'à la troisième ou la quatrième lecture. Oui. Paul Venn, alors, pour la fin de cette seconde partie de notre débat, une élégie. Laquelle ? Ça va être Properce 3,28. Alors, vous allez voir, cette élégie, qui est censée être un gémissement d'amour sur une femme souffrante, malade et qui risque de mourir, et qui était un texte d'un glacial, d'un sophistiqué, d'un ironique invraisemblable, essayez d'écouter cette élégie en vous disant « Mais est-ce que vraiment un amoureux sincère pourrait dire des choses aussi énormes ?» Jupiter, aie enfin pitié d'une fille malade. Qu'une femme si belle meure, et on te critiquera. Car voici la saison où l'air est bouillant. C'est la canicule. La terre en est presque brûlée. Mais ne critiquons pas le ciel. La faute en est moins à la chaleur que d'avoir trop souvent manqué de respect pour les dieux vulnérables. C'est bien ce qui a perdu et perd encore tant de pauvrettes. Leurs serments sont écrits sur l'eau et le vent. Ou alors, c'est Vénus, ulcérée, qu'on lui ait comparé ma belle, car elle est déesse à en vouloir aux belles qui le sont autant qu'elle. Ou bien, tu auras parlé dédaigneusement de Junon. Tu auras prétendu que les yeux de Minerve n'étaient pas si beaux. Belle, jamais vous ne savez retenir votre langue. C'est ta langue qui te vaut tes malheurs et c'est ta beauté. Une heure plus clémente en un jour décisif n'en arrivera pas moins pour toi à travers tous les accidents d'une vie agitée. Io, qui changea de tête, a d'abord mugi pendant des années. Aujourd'hui, elle boit en déesse cette eau du Nil qu'elle a bu comme vache. Et Ino, en son premier âge, elle a erré de terre en terre. C'est elle qu'aujourd'hui les marins implorent dans les dangers sous le nom de Leucothea. Andromède avait été sacrifiée au monstre marin. L'épouse de Persée n'en fut pas moins elle, comme on sait.
Callisto avait erré comme ours dans les solitudes de l'Arcadie. C'est elle qui, en astre nocturne, oriente nos vaisseaux. Eh bien, s'il faut que la mort avance l'heure de ton repos, le tombeau fera de toi aussi une femme comblée. Tu pourras expliquer sous terrasse mêlée combien il en coûte d'être belle, et elle t'en croira en fille instruite par son propre malheur. C'est toi qui auras le premier rang parmi toutes les héroïnes d'Homère. Aucune ne te le refusera. Pour l'instant, accommode-toi tant bien que mal du coup qui te frappe. Les dieux peuvent changer, et l'heure de chaque jour change aussi. Même la conjugale Junon pourra pardonner. Quand une fille se meurt, Junon cesse elle aussi de tenir bon. Les rouets magiques qui tournaient à coups d'incantation s'arrêtent. Le laurier reste à demi brûlé sur un foyer éteint. La lune refuse de descendre du ciel une fois de plus, et l'oiseau noir a proféré le présage fatal. Un même navire de mort transportera nos deux amours, sa voile en deuil, croisant vers le lac de l'enfer. De grâce, aie pitié de deux existences, sinon d'une seule. Si elle vit, je vivrai. Je périrai si elle périt. L'ex-voto que je te devrai, ce seront des vers, et j'y inscrirai « Par l'indulgence du grand Jupiter, une fille est toujours vivante. » Elle, de son côté, viendra t'offrir un sacrifice et puis s'asseoir à tes pieds, et assise, elle te racontera ses longues épreuves. Déesse des enfers, que ton présent radoucissement demeure, et toi, Dieu, son époux, veuille ne pas redevenir cruel. Il y a tant de millions de belles chez vous. Avec votre permission, qu'il y ait au moins une belle femme sur terre. Juppé est chez vous, et la blanche Tyro. Europe est chez vous, et la déshonnête Pasiphae, et toutes les belles, celles qu'engendrèrent l'antique Troie, la Grèce, Thèbes, ou le royaume détruit du vieillard Priam. Il n'est fille de Rome parmi elles qui ne soit une morte aussi. Le rapace bûcher et leur possessera toutes. La beauté n'est pas chose éternelle, et personne n'a non plus de prospérité perpétuelle. Chacun a sa mort qui l'attend plus ou moins loin. Mais toi, soleil de ma vie, puisque le danger de mort t'a fait grâce, acquitte-toi envers Diane de ce que tu lui dois, des danses. Acquitte aussi les nuits de prière dont tu as fait vœu à celle qui, déesse aujourd'hui, était génisse auparavant. Et à moi, de nuit, tu en dois 10. Paul Veyne, comme vous l'avez fait, les auditeurs auront peut-être noté que je passe du tu au vous en parlant à Paul Veyne, et donc c'est l'ambiguïté de ma position ici, où je suis d'une part le meneur de jeu qui dit vous, mais en même temps que nous ne pouvons pas nous empêcher, étant donné, s'il me permet de le dire, notre vieille amitié, Paul Veyne et moi, d'aller au tu de temps en temps. Il y a encore un certain nombre, je ne sais pas quel mot employer, c'est un mot maladroit, traditionnel, qui me vient à l'esprit, de thèmes dans l'élégie que vous avez analysé avec cette subtilité et cette profondeur qu'il y a dans votre livre. Alors, une chose à laquelle on a fait allusion, j'aimerais qu'on regarde ça d'un petit peu plus près, c'est l'usage de la mythologie. Ça vaut essentiellement pour Properce, n'est-ce pas, oui. Votre homme. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est la nature et l'usage de la mythologie chez Properce? Eh bien, disons, à quelques nuances près, qu'il ne croit pas plus, me semble-t-il, M. René Martin dira son avis, il ne croit pas plus aux fables que nous n'y croyons, à quelques nuances près. En tout cas, c'est une chose qui, par définition, est fausse, mais peu importe que ce soit faux. Pour vous donner un équivalent bien différent, prenez le monde du western. Ça a peut-être quelques rapports avec la réalité, mais enfin, c'est un monde dont nous rêvons, c'est un monde de rêverie. Et puis, la particularité, c'est qu'à Rome, et en Grèce aussi, ce monde de rêverie fabuleuse sert
de référence proverbiale. Si on veut dire qu'une femme est grande, on dira qu'elle est grande comme Andromaque, et on sait très bien qu'Andromaque n'a jamais existé. Et ainsi de suite. Alors imaginez que les westerns soient tellement entrés dans nos mœurs qu'on dirait qu'un tel est courageux comme je ne sais quel héros de western bien Les connu. Croquettes, ou John Wayne. Parce que Comme nous- John Wayne, voilà. Comme John Wayne, Oui, parce voilà. que pour Donc, nous, les héros, c'est aussi l'acteur, C'est et aussi pas seulement l'acteur. le personnage qu'il joue. Alors, cette mythologie, donc, est-ce qu'on peut voir d'un petit peu plus près? Vous employez un mot à son sujet qui est très, très important, très riche. La fable, le fabuleux. Voilà, le fabuleux. Alors le fabuleux, c'est une chose très curieuse. Ce n'est pas la même chose que le merveilleux, c'est pas la même chose que le féerique, c'est pas la même chose que le magique. C'est une concrétion historique comme d'autres choses. Ce qu'il faut se donner, c'est un monde qui, chez eux, a 3 caractères. On aura du fabuleux si ces 3 caractères sont réunis. Premièrement, ce monde se passe dans un monde temporellement autre. On ne sait pas quand ça se passe, c'est censé être avant, mais c'est avant et sans profondeur. Dans mon Midi, pour parler d'une époque très ancienne, on dit c'est au temps où Saint Joseph était garçon, c'est-à-dire célibataire. On ne sait pas quand c'est, mais par définition, c'est avant tout événement qui relève d'une temporalité à nous. Ou si vous voulez, ça se passe au temps où les bêtes parlaient et au temps où il y avait le petit poucet Blanche-Neige. Question que posait le philosophe Husserl. L'aventure de Blanche-Neige est-elle antérieure ou postérieure à celle du petit poucet? Vous voyez à quel point cette question n'a aucun sens et à quel point la temporalité du fabuleux est une temporalité à part. Ça, c'est le premier caractère. Oui, un peu. Si tu me permets, Oui, tu oui. évoquais tout à l'heure le Far West, où le Far West, je crois que c'est moins son éloignement historique que son éloignement, qui n'existe plus aujourd'hui, Oui. mais son éloignement géographique qui faisait qu'il était phare, qu'il était loin. Oui, c'est plus loin que le monde Voilà. normal. Et puis le reste ne compte plus. Il y a un moment où on sort du monde Voilà, connu. où on sort, c'est ça. Et là, en remontant dans le passé, à un moment, on sort du temps. Le deuxième caractère, c'est que dans ce monde fabuleux se passent non des êtres humbles comme le petit Pousset, ou comme le Blanche-Neige, ou comme qui sont fils de charbonniers et tout ça, mais c'est uniquement un monde où il y a des princesses, des rois, des fils de rois, des héros. C'est un monde socialement distingué. Alors, pour donner encore ici un équivalent moderne, c'est à peu près la façon dont Proust voit les duchesses et le faubourg Saint-Germain. Elles sont parées de toutes les vertus parce que c'est comme ça, parce que c'est un monde brillant, étincelant. Il y a une espèce de rêverie, de splendeur un peu snob, si vous voulez, pour faire comprendre. Qu'on trouverait probablement aussi chez les Viennois du début du siècle. Chez Hofmannsthal, chez les Ah gens bon, comme ça. il y a cette même vision. Ah oui, cette vision d'un monde brillant que l'on retrouve d'ailleurs dans le Jugendstil, n'est-ce pas, dans le, Ah oui. dans le style Belle Époque, où il y a, me semble-t-il, cette idée d'un monde brillant, Ah oui, brillant par essence. par essence. Bon, si vous voulez, on peut appeler ça du snobisme, mais c'est un degré de rêverie tel que les mots n'ont plus de sens péjoratif. Le troisième caractère qui est déconcertant, c'est que pour qu'il y ait fable, il faut qu'il y ait des noms propres. Des noms propres de montagne, puisque la Grèce et l'Asie mineure sont des pays de montagne, et des noms propres de héros. Chaque fois que vous donnez une fable, vous devez employer le nom propre. Et ça, c'est pour des raisons non pas du tout de poésie des sonorités, ça ne veut rien dire, mais pour les mêmes raisons pour lesquelles Proust rêvait sur les noms de pays, Lannion, Port-Orson et tout ça. Il y a une espèce de rêverie sur les noms propres qui est évidemment très, très étranger à notre poésie, mais il suffira de citer pour thème de comparaison Villon, dans la ballade des dames du temps jadis. C'est ça. Eh bien voilà, c'est complètement de la mythologie. Ah mais il n'y a même pas à chercher Exactement, plus haut. exactement. Tenez, Et il n'y a pratiquement que des la noms mythologie, propres. c'est Villon. 1. Villon ne croit pas à l'existence de ces dames du temps jadis. Il sait que c'est fabuleux. 2. Ça se passe dans le temps des anciens, des païens. 3. Elles sont plus grandes que les nôtres, elles sont mieux. 4. Les noms propres ajoutent à cette poésie. Il y en a toutefois quelques efflorescences dans une poésie plus proche que nous, en particulier dans la poésie française. Si tellement d'écoliers, je crois, ont retenu de Hugo tout reposer dans Ur et dans Jérémie Madette, ou chez Apollinaire, nous avons les 7 épées, l'une qui s'appelait Lule de Faltenin. Enfin, c'est quand même un élément proprement poétique. Oui, Ça. oui. Bon, alors, René Martin. À ce propos de la mythologie, je serai très bref, il y a une chose qui m'amuse, c'est qu'une fois de plus, je vois Paul Venn prendre le contre-pied absolu de ce que disait Pierre Grimal dans L'amour à Rome. Ah, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai pas lu. Ah Grimal. non, mais je voudrais te signaler parce que c'est intéressant de faire la comparaison. Grimal écrivait ceci: si Properce recourt si souvent au mythe, c'est qu'il lui serve à exprimer le plus intime de sa pensée. Un poète chrétien ne peut éviter que son amour épuré, transcendé, ne se perde finalement dans l'amour divin.
Properce connaît un cheminement analogue, lui aussi, il finit par découvrir la valeur divine, ontologique de l'amour. Et c'est ça, selon Grimal, la fonction de la mythologie. Or, Venn, lui, nous dit « La mythologie sonnait aux oreilles des anciens aussi faussement qu'aux nôtres, c'était une science plaisante, un jeu de cuistrerie entre initiés. » Ce qui me pousserait à lui donner raison, c'est que si l'on regarde l'Art d'aimer d'Ovide, qui nous fournit, je crois, la meilleure grille de lecture pour la poésie élégiaque et qui est une œuvre ouvertement humoristique, on s'aperçoit que la mythologie fonctionne chez lui exactement comme chez Properce. Ce qui me semble une preuve que, effectivement, il s'agit bien de mythologie humoristique et de science plaisante. En revanche, il y a peut-être une chose sur laquelle je chicanerai un petit peu Paul Venn, c'est quand il dit que c'était un jeu de cuistrerie entre érudits. Je n'en suis pas si sûr, parce que la mythologie, je crois, était pour les anciens plus que cela. Elle était un véritable milieu ambiant, un petit peu comme pour nous la publicité. Oui. Il dit d'ailleurs que ça s'apprenait à l'école. Voilà. Hein. Oh, mais pas seulement à l'école. On allait au théâtre, on allait au cirque, on voyait de la mythologie. On rentrait chez soi, sur ses murs, dans son appartement. Qu'est-ce qu'on avait? Des scènes mythologiques. On vivait dedans, à l'intérieur. Et je dirais presque qu'il y avait un totalitarisme mythologique, comme il y a chez nous un totalitarisme économique. On pensait tout en termes de mythologie. Alors, je ne sais pas exactement comment il percevait cela, mais je crois que ce n'était pas seulement comme un jeu érudit. Ça allait plus loin, me semble-t-il. Paul Venn ? Oui, je suis absolument d'accord, et Martin a prononcé ici un mot qui semble un mot-clé, qui est le mot de publicité. Je vous donne un exemple. Nos murs sont couverts de figures de dames plus ou moins déshabillées qui recommandent des blue jeans, un divan, un yaourt et tout ce que vous voudrez. Leurs murs à eux sont couverts de toute une imagerie où on a vu, je ne sais pourquoi, des histoires mystiques, qui est l'imagerie dionysiaque, qui réunit toute la mythologie. Et c'est aussi omniprésent, cette imagerie de la fable dionysiaque, que chez nous, la pin-up de la publicité. Alors ils baignent dedans. Non, Claude Passeron. Juste par extension, sans doute, alors aussi présent que ce que Grothuizen explique pour la peinture chrétienne ou la disposition de l'église, du village, etc., comme catéchisme pratique pour les siècles chrétiens. Ou non. Je ne connais pas le texte de Grothuizen. Il faudrait savoir si, d'abord, ces sculptures qui sont un catéchisme vivant sont lisibles, et ensuite si elles sont interprétables. Mais il est vrai que de même qu'un homme du Moyen-Âge voit immédiatement qu'une image est pieuse, de même quelqu'un dans l'Antiquité, même si ce n'est pas le détail des fables, reconnaît que c'est du fabuleux. Oui, je dirais oui, qu'il les reconnaît, qu'il en donne sa lecture et que cette lecture est en partie scientifique. Un chercheur, le docteur Fourasté, a fait récemment une étude sur les commentaires, la lecture que font des villageois d'une vallée pyrénéenne aujourd'hui, qu'ils font aujourd'hui de fresques du XIVe à la fin du XVIe siècle qui existent dans les églises de la vallée. Et il y a à la fois une connaissance, un investissement sur l'enfer, le jugement dernier, etc., qui prouve qu'il y a bien une vraie lecture. Il y a une vraie lecture. Avant d'en venir à ce qui, je crois, sera la conclusion de notre débat, c'est-à-dire comment on s'est éloigné à la fois de ce genre de poésie et de ce type d'amour. Un mot peut-être pour montrer malgré tout ce qui est peut-être soit une autre face ou une évolution. Et cette fois-ci, tu me permettras de parler de Tibulle, parce que c'est chez lui que l'on rencontre. René Martin l'avait dit tout à l'heure, il y a chez Tibulle une certaine diversité à propos de l'autre, parce que il y a une seconde femme, et cette femme, c'est ce que tu appelles la Dame Noire, c'est Némésis, et puis il y a plus ou moins à l'arrière-plan, mais enfin un arrière-plan assez net, le goût pour les garçons. Alors comment tout ceci va-t-il ensemble, et est-ce que ça va ensemble? Eh bien, Properce s'est donné pour jeu de chanter une femme unique pour se parer d'une illustre catastrophe. Tibulle, lui, qui ne s'intéresse pas autant, si vous voulez, à l'exaltation paradoxale de la féminité, a chanté plusieurs maîtresses successives. Et alors, ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'on retrouve chez lui une opposition qu'on trouverait durant tout le Moyen-Âge, durant tous les temps modernes, et en particulier au XVIe siècle massivement, à côté de la présentation d'une exaltation de la femme, ce qu'on pourrait appeler un antipétrarchisme, qui consiste à représenter la femme avec tous les travers, les vices, la misogynie la plus violente, une sorte d'image noire
de la féminité. La femelle redoutable, dévoratrice, pillarde, hideuse, ou même si elle est belle d'une beauté noire et infernale, avec même des thèmes qui participent de la sensibilité au surnaturel et aux fantômes, si du moins ma propre sensibilité ne m'a pas fait projeter ici quelque chose. Enfin, tout ça, et il se trouve que ce deuxième thème de la Dame Noire chez Tibulle coïncide avec le fait que lui, Tibulle, a été le seul à parler abondamment de cette chose qui dans l'Antiquité était, pour ainsi dire, à peu près normale, qui est l'amour des garçons. Alors il y a un système psychologique assez curieux là-dedans, et qui, rappelle par exemple Shakespeare et son double amour pour le beau jeune homme, pour le beau seigneur qu'il adore, et pour la femme d'Ouar qu'il aime malgré lui en la détestant, et qu'il appelle d'ailleurs The Ill-Colored Woman, la femme au teint de nuit, au teint de maladie. Paul Veyne, vos poètes, ce sont des poètes du plaisir, d'une certaine façon. Oui. Mais ce type d'amour n'est pas seulement un amour agréable, parce que le thème profond, c'est l'esclavage de l'amour. Et à Rome, être esclave, c'est pas très agréable à aucun point de vue. Pas agréable. À aucun point de vue. Oui, Alors, oui, ça ne relève pas comme l'amour chevaleresque relève son chevalier. Oh, pas du tout. C'est très dur. il me semble que dans cette autre face Oui. de l'amour des élégiaques, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'annonce, en tout cas, il va y avoir un moment d'un grand basculement, où ce qui va arriver de façon dominante au premier plan, c'est le procès du plaisir. Oui. Ça commence dans l'Antiquité avec les stoïciens, disons, pour faire bref, et puis alors, ça s'installe avec le christianisme. Alors, ce procès du plaisir, comment le voyez-vous ? Il y a deux procès. Je passe rapidement sur le premier, le procès de la passion. La passion est un esclavage, par conséquent, la passion ne rehausse pas, n'anoblit pas, et on ne peut en faire l'éloge que d'une façon plaisamment paradoxale. Reste le procès du plaisir. Ils ont à cette époque une idée qui est déconcertante pour nous, et que Michel Foucault résumait en ces termes, plus on est mou, plus on fait l'amour. Ils ont l'idée, en effet, que l'homme doit conserver pour sa propre sécurité, pour sa tranquillité, pour son autarcie, une espèce de forteresse intérieure où il ne doit pas se laisser agresser par les tentations de plaisir qui l'exposeraient à toutes les tempêtes de la passion, du désir et tout ça. Oui, c'est ce que nous avons vu il y a quelques mois avec le Aline Pornéia Roussel. d'Aline Roussel, Oui, oui, oui. à laquelle tu participais. Alors, ce qui se passe donc, ce sera ceci. C'est que si un homme a de la résistance, il saura maintenir contre le froid ambiant du désir, si j'ose dire, son autarcie. Mais s'il est mou, autrement dit, si son caractère n'a pas de nerfs et reçoit tous les microbes qui passent, il recevra le microbe du plaisir qui le rongera. Sa mollesse fera qu'il sera très porté à l'amour parce qu'il ne sait pas y résister. Oui. Ceci dit, ceux qui n'ont C'est pas... très différent de la critique du péché. Oui, absolument, c'est ce que j'allais dire. Pas ceux qui n'ont pas connu, c'est, si je puis dire, des sanctions à la fois objectives et intériorisées. Disons, il n'y a pas la syphilis. Je crois que nous nous acheminons vers ce qui est la conclusion du livre de Paul Veyne, c'est-à-dire comment, encore une fois, ce type d'amour, ce type de genre littéraire n'a plus été possible plus tard. Et vous accordez, me semble-t-il, une grande importance dans cette mutation à la poésie pétrarchiste dans la première moitié du XIVe siècle. Quand nous nous plaçons en ce qui est déjà la fin du Moyen-Âge, la pré-Renaissance, tout a changé. D'abord, la passion, loin d'être un honteux esclavage, est au contraire quelque chose qui relève son chaste serviteur. C'est glorieux pour un seigneur que de soupirer en vain. Alors qu'à Rome, ça aurait été tellement ridicule que ça ne passait pas la barrière de la littérature. Deuxièmement, le plaisir cesse d'être un microbe qui vous envahit et qui serait aussi prosaïque qu'une grippe. Ça devient ce qui est somptueux, la tentation, le péché et la damnation. On y résiste bien sûr, mais c'est somptueux quand même. Alors se met en place un système tout à fait différent, qui consiste justement à exalter une passion vaine et le refus du plaisir parce qu'il est chose somptueuse et tentatrice. Et puis enfin, je ne sais pas s'il faut dire dernier, mais un nouveau tournant que vous décelez déjà dans la poésie anglaise vers 1730 et qui va aboutir à une nouvelle esthétique, à un nouveau type d'amour, l'esthétique de l'intensité. Et là, alors, ce qu'on peut appeler la sincérité, la vérité, deviendra quelque chose d'essentiel. C'est une esthétique de l'intensité. Disons que c'est toute notre littérature et notre façon de vivre théorique, littéraire,
depuis 2 siècles. C'est ce qu'on peut appeler une esthétique de l'expérience. Il y a un mot de Malraux qui est amusant. On demandait à Malraux quelle est la vraie façon de vivre, comment faut-il vivre. Il a répondu, il faut transformer en expérience une conscience aussi large que possible. Autrement dit, ce qui est important, c'est d'expérimenter certaines choses. L'amour, la poésie, la drogue. La poésie est vécue comme expérience qu'on fait de l'entrée de l'absolu poétique en vous, etc. Alors évidemment, c'est une glorification de tous les états. S'ils sont intenses, si vous voulez, la drogue, sous sa forme la plus caricaturale. Jean-Claude Passeron. Oui, à l'écoute de Paul Venn, comme à sa lecture d'ailleurs, cette impression dont je partais s'est terriblement renforcée en moi, c'est-à-dire, si je pouvais la résumer, que la technique, qui est non seulement la technique de composition du récit historique ou de la description historique chez Paul Venn, mais qui est aussi une technique de forçage du lecteur pour lui faire passer ses évidences. Si je pouvais la résumer, en paraphrasant l'autre expression sur l'étrangeté, je crois que Paul Venn veut maintenir ensemble et réussit à maintenir ensemble cet effet d'étrange banalité, c'est-à-dire étrangeté et banalité à la fois. Par conséquent, cette obsession qu'il partage avec le sociologue, puisqu'il y a de sociologique des différences, qu'il faut toujours dire, montrer en quoi c'est différent, et on a beaucoup entendu ces différences et déconcertantes. J'ai été très frappé par cette phrase très originale, innée de sociologique des différences, qui, loin d'être une évidence première, est une idée très neuve et très originale. Et par conséquent, si l'on veut, on va avec Paul Venn au-delà de l'étrangeté, parce que l'effet d'exotisme, anthropologie, sociologie, histoire, enfin bon, c'est ce qu'on obtient dans un premier temps, c'est de pouvoir ensuite aider le lecteur à trouver, et c'est là que sa technique des équivalences saugrenues fait merveille, à trouver banal, comme la plupart de nos banales évidences, les banalités des autres. Alors, vous en concluez que c'est probablement une des raisons essentielles pour lesquelles, il faut bien l'avouer, l'ancienne poésie, et en particulier cette poésie des élégiaques érotiques romains avec lesquels vous avez quand même vécu assez longtemps, et pas dans un déplaisir constant, semble-t-il, quand même est pour nous ennuyeuse, lâchons le mot. On va dire, j'ai voulu faire de la provocation et en finir, si vous voulez, avec l'admiration professionnellement automatique des textes qu'on commente. Cela dit, il y a quand même une part dans ce que j'ai essayé de dire qui me semble n'être pas de la provocation et pour laquelle je citerai Julien Gracq. Julien Gracq a dit un jour, écoutez, laissons la vision traditionnelle, scolaire de la littérature et demandons-nous quel texte nous emporterions pour notre plaisir sur une île déserte. Nous n'emporterions aucun texte antérieur à la fin du XVIIIe siècle. René Martin ? Oui, c'est possible. En tout cas, il y a quand même un point qui fait que la poésie élégiaque est pour nous plus attrayante peut-être que d'autres formes littéraires de l'Antiquité, c'est qu'elle est la seule forme littéraire à Rome dans laquelle le thème de l'amour est le thème dominant. C'est évidemment peut-être une apparence, et c'est ce que Venn nous montre, mais c'est un fait que l'amour, sous sa forme sentimentale, romanesque, c'est, en gros depuis Racine, le pain quotidien de la littérature, du théâtre, du cinéma. Nous avons l'habitude de considérer que le thème de l'amour, c'est le plus important de tous les thèmes littéraires. Or, à Rome, absolument pas, sauf justement pendant 30 ans chez les élégiaques. Ça pose un gros problème. Pourquoi l'amour n'a pas intéressé les Romains? Pourquoi ça n'a pas été jugé intéressant, si ce n'est pendant une courte période et sous une forme humoristique? À cette question, je serais bien incapable de répondre, mais enfin, je crois qu'il faut la poser. René Martin nous a dit une chose très importante. L'amour, qui pour nous est le sujet majeur, et je ne l'avais pas vu dans mon livre, est à Rome une exception d'une génération. C'est saisissant. Et justement, pour finir donc, nous allons lire l'élégie 2-25 de Properce. Le lecteur va y voir combien c'est un paradoxe plaisant et même insolent. Le début du texte commence par l'affirmation « je n'aimerai qu'une seule femme ». La fin du même texte finit par des affirmations violemment donjuanistes. Allez donc prendre ça au sérieux. Beauté, mon unique et plus beau souci. Toi qui es né pour que je souffre, eh bien, puisque ma destinée exclut que tu dises « reviens donc souvent », au moins mes vers rendront-ils fameuse ta beauté. Avec ta permission, Calvus, sauf ton respect, Catulle. Le soldat, chargé d'ans, quitte les armes et va se coucher dans son coin. Les bœufs, trop vieux, refusent de tirer encore la charrue. Le bateau, au bois pourri, reste là sur la plage déserte. Et la vieille rondage de guerre ne fait plus rien dans le temple. Moi, non. Il n'est de vieillesse qui puisse me donner congé de t'aimer. Dur esclavage, n'est-ce pas? Mieux eût encore valu servir sous un tyran,
hurler sur le bûcher comme un autre Phalaris, être dévoré vivant par les vautours, être pétrifié par la gorgone, tant pis. Je ne me découragerai pas. La rouille vient à bout des poignards aiguisés, la goutte d'eau use le rocher, mais rien ne peut user l'amour. Il fait le pied de grue à la porte de l'aimé. Il ne répond rien aux injustes reproches qui lui timbrent aux oreilles. On ignore sa présence. Il se fait quémandeur. On lui fait du mal. Il dira que c'est de sa faute. Il part. Ses pas le ramèneront à son insu. La leçon vaut aussi pour toi, qui prends de grands airs d'amant comblé. Apprends, naïf, qu'une femme ne reste jamais longtemps au même endroit. Est-ce qu'on s'avise de rendre grâce aux dieux au plus fort de la tempête, alors que tant de navires se perdent dès le port, ou de réclamer le prix en pleine course, quand les roues n'ont pas encore frôlé cette fois la borne de la piste? En amour, le bon vent n'est qu'un piège, et plus la chute vient tard, plus dure elle est. Alors, en attendant, même si elle t'aime beaucoup, garde pour toi le secret de ton bonheur. Quand on a l'amour de son côté, il ne faut pas trop parler, sinon on s'attire la pire malchance, Dieu sait pourquoi. Quand elle t'inviterait 1000 fois, souviens-toi de n'y aller qu'une. Bonheur qui fait des jaloux point ne dure. Ah, si le siècle était aux femmes d'autrefois, c'est moi qui serais maintenant ce que tu es. Je suis une victime de l'époque. Je ne changerai pourtant pas ma façon d'être à cause de ce siècle de fer. Chacun doit rester dans la voie qui est la sienne. Quant à vous, mes yeux, qui me dites de porter plutôt mes hommages à 1000 autres, quel supplice est-ce là? Vous voyez une femme au teint blanc, à la peau veloutée, vous en voyez une brune, et une couleur vous attire autant que l'autre, vous en voyez venir une qui a un air grec, vous en voyez venir une autre bien de chez nous, et un profil vous enflamme autant que l'autre, robe de servante, robe de dame, tous les chemins mènent droit au cœur, car il suffit d'une femme pour que des yeux perdent le sommeil, et pour tout homme, il est une femme qui lui vaudra 1000 mots.